En ce qui concerne notre table ronde, je salue Michael Jordi, président de la Commission fédérale pour la qualité, Pius Zengerle, directeur de Cura Futura, le professeur Bernard Kultur, vice-président de la Commission fédérale de la qualité, et Félix Schnoili, chef pagli d'affaires de Comparis.ch. Tout à l'heure, en amont de la science, nous avons disserté sur l'usage, la mise à contribution de données de qualité dans notre patrie. Michael Jordi s'est déjà prononcé, mais j'aimerais savoir de ces trois messieurs comment ils conçoivent, eux, l'utilisation de données qualitatives. Cela fonctionne-t-il? Que faut-il améliorer? Quel est le potentiel et comment peut-on le mettre à contribution? Pius, tu seras le premier. Je t'ai moi-même membre de la Commission fédérale pour la sauvegarde de la qualité. Bonjour, j'étais dans cette commission jusqu'à fin 2023. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je trouve que cette commission se développe très bien. Elle fait un bon travail. C'est un des deux streams dont nous avons besoin pour faire des travaux qui se tiennent. Et par conséquent, on a besoin des partenaires de qualité qui font ces travaux et où il y a une obligation de fournir les données. Et par conséquent, les données qualitatives sont donc concentrées et dépouillées, destituées pour qu'on puisse voir leurs avantages et leurs résultats concrets. Tu as parlé de conventions ou de contrats de qualité, mon cher Pius. Ne faut-il pas davantage de réglementation pour savoir quelles sont les données qu'on peut donc en quelque sorte dépouiller? On a parlé de la promotion, de la protection des sites. Peut-on le régler de façon contractuelle? L'État, la Confédération est aussi à table de la négociation parce qu'il doit les approuver et ceux qui ont poursuivi le développement du contrat de qualité pour les hôpitaux, c'est développé, savent eh bien que pour l'approbation, on a besoin de 2 ans. Non pas qu'on n'aurait rien fait pendant ces 2 ans, mais il y avait des quittances donc de l'OFSP, l'autorité qui n'était pas d'accord de ceci est fâchée avec cela. Et la troisième chose encore a changé, donc cela a déclenché d'autres négociations de H+ d'entente avec les autres partenaires contractuels pour recevoir un contrat aussi en quelque sorte consensuel. Donc l'État met le pied à l'étrier, je crois, un peu trop, plutôt trop que pas assez, pour décrire la situation, parce que de façon très typique, pour la qualité des autorités, la qualité, il veut être sûr de ne courir aucun risque, d'avoir un produit tout à fait définitif au lieu de marquer, une fois n'est pas coutume, un simple coup d'envoi. Nous n'avons pas seulement un contrat de qualité que nous devons contracter, mais une bonne vingtaine de tels contrats ou conventions. Je n'aimerais pas que uniquement d'ici 40 ans, nous aurions conclu la dernière convention de qualité. Professeur Günther, les données de qualité, comment est-ce que vous les concevez dans ce contexte? Bonjour, mesdames et messieurs, à vous toutes et tous. C'est une chose assez difficile chez nous. D'une part, nous brassons beaucoup de données qui sont collectées de façon décentralisée en corrélation avec le système du monitorage. On s'est préoccupé de certains registres aussi pour voir si on peut aussi prendre des données de registre comme indication du monitorage. On disait que non, on n'a pas le droit de le publier. Le règlement l'interdit. Uniquement pour vous démontrer, il ne s'agit pas seulement de dire que nous avons des problèmes de données et de protection, et nous avons plutôt aussi des propriétaires qui ne veulent mordicus jamais donner leurs données. Se pose la question, à quel niveau voulons-nous enfoncer le clou, utiliser les données et à un niveau harmonisé, homologué pour les tâches que nous avons, pour le développement de la qualité, on pourrait faire beaucoup de choses. Puisque si on pouvait utiliser les données de façon agrégée, si on est donc au niveau du traitement opératoire, c'est très difficile parce que là, les droits de la personnalité sont primordiaux, mais ce n'est pas le cas pour des données agrégées. Félix Schnelli, si on ne peut pas utiliser les données comme il faut, comment, eh bien, peut-on donc atteindre le concours de la qualité ou la compétition? D'abord, il faut que je fasse une différenciation très importante.
Michael Jordi a dit beaucoup d'excellentes choses que je soutiens à 100%, mais il a tué certaines choses et c'est intéressant, ce qui n'est pas dit. Par exemple, il y a quelques années, il était secrétaire général de la CDS, le rôle des cantons, des directeurs cantonaux du gouvernement sanitaire. Avant même que nous parlons de données, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par qualité. Il faut aussi définir les rôles. Et là, nous avons déjà des problèmes. Les rôles et les responsabilités ne sont pas clairs. Là, nous avons plutôt des altérations que des améliorations avec notre réglementation. D'après mon interprétation, c'est peut-être eh bien, le patient est au centre. Oui, le patient est au centre de ces discussions. Mais j'aimerais, moi, une garantie de mon canton, de mon État, qu'uniquement des acteurs sont sur le marché qui garantissent ma sécurité comme patient. Comment on s'y prend? Cela, comme laïc, je n'ai pas besoin de le comprendre, mais j'aimerais voir la sécurité. Le canton, comme autorité, a donc manifestement l'obligation policière sanitaire qu'il n'y ait pas de prestataires sur le marché qui mettront en péril le patient. Ça n'a rien à voir du tout avec les financements. Deuxième problème, beaucoup de choses qui sont donc évoquées avec le nouvel article de la qualité dans la LAMAL. Plus de 4 pages A4 n'ont rien à voir avec le financement non plus. Donc, ce sont des corps étrangers dans la loi. Les patients n'ont aucune accointance quant à savoir si c'est la caisse maladie qui paye par l'assurance de base ou si cela est payé par un substrat fiscal ou si c'est une assurance privée ou si je le paye directement. Cette sécurité, je la veux comme ça, parce que c'est une politique de responsabilité policière sanitaire. La deuxième chose que tu évoquais dans ta question, c'est la transparence de la qualité. Et dans ce domaine, je pense qu'il faut véritablement différencier les choses. Pas tout en matière de qualité peut être exposé dans les vitrines de nos sites ou de nos cabinets médicaux parce que cela déclenche des incitations négatives. La discussion doit être faite de façon différenciée, mais M. Jordi a évoqué un point très important. Il faudrait que le principe fasse foi, que les acteurs qui ne garantissent pas une transparence minimale ne peuvent pas faire le décompte. Donc là, nous sommes donc au bon niveau auprès de la LAMAL. Donc ces deux principes, si on les oblitérait, nous pourrions déjà. Donc, les cantons doivent endosser le responsable sanitaire, pas d'acteurs qui mettent en péril les patients et leur sécurité. Eh bien, quiconque n'a pas une transparence minimale de la qualité garantie et la fournie, ce serait donc les parties contractantes, eh bien, est interdit du marché. Et le troisième niveau, comme patient et comme laïc, j'aimerais avoir quelques données. Eh bien, si je vais auprès du médecin A ou B ou auprès de l'hôpital C pour un certain type d'opération, si on avait de l'ordre dans ces trois niveaux, nous aurions sauté un très grand pas. Oui, Michael Jordi, le rôle des cantons, comment le conçois-tu, cette tâche cantonale de police sécuritaire et sanitaire? Cela joue-t-il un rôle dans les cantons? Cela joue un certain rôle dans les cantons, à coup sûr. Mais là, eh bien, j'aboutis. Je parlais aussi des apories de législateurs, de la contradiction législateur. Les cantons n'étaient pas enthousiastes des contrats de qualité qui seraient contractés entre les parties tarifaires parce que les cantons disaient, eh bien, au fond, c'est une tâche régalienne étatique et là, on met un niveau intermédiaire, eh bien, qui n'est pas celui des assurés. Je ne suis pas précisément de cette opinion-là parce que les cantons, et tu l'as mentionné, les cantons négligeaient peut-être un peu l'autorité de surveillance cantonale quant à la qualité, que ce soit au niveau des cabinets médicaux, de l'admissibilité ou de la révocation. Cela se fait autant que faire se peut, autant que les choses permettent de contrôler les cabinets de physiothérapie, les cabinets médicaux, les pharmacies, etc.
etc. Mais aussi les soins à domicile et beaucoup d'autres prestataires encore. Et c'est une tâche gigantesque, Hercule, ou ce serait une tâche si les cantons l'exerçaient. Et probablement que cette tâche, on ne peut pas donc en quelque sorte la remplir côté corporation de droit public de façon telle, eh bien, qu'on pourrait éviter tous les erreurs et tous les bugs. Il y aura toujours des bugs qui, bien sûr, échapperont à tout contrôle régalien. Mais maintenant qu'il y a donc la prescription légale de ces contrats de qualité, eh bien, je crains une espèce de mentalité, eh bien, de s'affaler dans sa tâche pour se contrôler ce qu'on a fait. En Suisse romande, qu'est-ce qu'est la tâche de la fonction publique? On a encore une mentalité de service public très républicain, beaucoup plus fortement ancrée qu'en Suisse allemande, où les sites relèvent cela de leur propre compétence avec les ressources. Mais plus vous allez à l'est, Suisse primitive, Zurich et Suisse orientale, eh bien, on est tout à fait heureux que les partenaires le fassent parce que l'État s'est carrément retiré de son influence et c'est la situation de départ que nous avons. Il y a donc un fossé resti. Ce législateur, donc, manifestement, a créé des compétences mixtes en matière du contrôle de la qualité et de pas l'admiration, mais du contrôle des prestataires. Pius. Oui, le législateur, en effet, eh bien, a réparti les contrôles sur plusieurs épaules et n'a pas fait de l'ordre dans cet espace. C'est une complication, mais d'autre part, c'est aussi une chance, puisque les cantons, les États doivent donc garantir la qualité de l'admission, formation, formation basale et continue, et s'ingérer si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la tâche régalienne de la République. Dans le séjour et son séjour, dans le séjour hospitalier et sa qualité, c'est une tâche mixte. Je conçois les chances que nous avons avec les conventions de qualité. Les États, on ne pourra pas donc les libérer de leur obligation de sanctionner si nous constatons que manifestement, il y aurait des données dans ces contrats qui ne seraient pas du tout suffisantes. Donc là, nous devons aussi miser sur les cantons qui peuvent aussi révoquer les admissions, les autorisations. Donc, c'est pourquoi je persiste et signe que les cantons ne doivent pas, en quelque sorte, prendre congé de ces tâches de qualité opérationnelle. Les cantons dans la commission, sont dans la commission de qualité, doivent y rester dans l'opération corporative. Concrètement parlant, auprès du contrat des hôpitaux, nous avons un rôle qui existait aussi au niveau de la NQ. Les cantons trébuchent un tout petit peu, ils aimeraient prendre congé de cette situation. Pour les en empêcher, on a besoin des cantons. Il faut qu'ils soient à bord aussi pour la réalisation des autres contrats, qu'ils contrôlent les choses, notamment en matière de données d'information. C'est uniquement à ce prix-là que nous avons les bases des données qualitatives qui nous permettront une bonne exécution de notre politique. Monsieur Günther, allez-vous responsabiliser les cantons de leur travail à l'avenir? À titre de ma fonction, vous pouvez dire votre opinion, pas seulement en matière d'éducat, donc de la commission. La question de savoir quelles sont nos possibilités, on peut faire des recommandations comme commission fédérale, et là, les cantons sont nos partenaires, évidemment. Nos interlocuteurs, nous ferons des recommandations à l'attention des partenaires contractuels de qualité. On peut aussi faire des recommandations aux chambres fédérales, au Conseil fédéral, au Parlement, beaucoup d'autres. Mais responsabiliser, pénaliser, sanctionner pour question d'inertie, certains cantons qui demeurent inertes, et on aura un certain problème, on peut faire des recommandations, un point, c'est tout. On peut encore saisir l'opinion publique pour peut-être mettre sous pression des prestataires qui seraient insuffisants, mais on ne va pas le faire en premier lieu. Comme vous avez le micro, eh bien, j'aimerais citer Félix Schnoili, qui a évoqué une chose intéressante tout à l'heure. Il disait la transparence de la qualité comme condition de pouvoir établir un décompte. Les prestataires qui ne fournissent pas les données qualitatives ne pourront pas manifestement faire leur décompte, ne pourront pas facturer, pour le dire en bon français. Pas de problème avec cela, pas de problème, mais si donc nous prenons
le résultat de la qualité comme base pour la rémunération. Non pas que je trouve que la bonne qualité serait bien payée, mais quelles sont les conséquences dans le système? Et il faut trouver une solution qui soit très futée. Mais si nous prescrivons ou si nous avons des recommandations et nous avons des contrats de qualité, quelles sont les données qu'il convient de remettre comme prestataire? Et alors que cela ne se fait pas, eh bien, on a la possibilité de sanctionner, puisque c'est donc la qualité qui exige la facturabilité pour les prestataires. Il faut que je retourne encore une autre chose pour expliquer pourquoi nous abordons ces problèmes à l'heure actuelle, pourquoi ils existent. Dans notre santé publique, nous avons donc la contrainte contractuelle. On n'a pas d'incitation pour des partenaires contractuels d'en faire davantage pour rester au sein des affaires, puisqu'on est d'office condamné entre guillemets bien sûr, de faire cela. Soit donc nous créons une liberté contractuelle, ce qui serait ma priorité, politiquement difficilement imposable. Si on ne veut ni le peut, il faudrait faire quelques critères du opt et du out, afin que les acteurs qui ne remplissent pas certains standards puissent être exclus de ce marché et de cette espèce de mariage forcé qu'il faudrait donc les libérer entre guillemets. Telles seraient donc mes réflexions. Et pas seulement dans le domaine de la qualité, aussi dans le domaine des décomptes ou des factures, on l'entendait plus, cette espèce de pugnacité entre les assureurs et les assurés, ces objectifs, ces recours, etc. Donc, si quelqu'un, manifestement, a trop d'objectifs, et si des prestataires facturent aussi des choses où il se révèle que ce n'était pas justifié, qu'il faudra dire maintenant il y en a marre, on vous exclut aussi. Et je pense qu'on ne peut pas le faire à l'heure actuelle. Capacité de facturation au prix de la transparence de la qualité des données. Je suis tout à fait opposé pour trois raisons. Premièrement, les cantons, les États, dans leurs décisions de prestation, planification hospitalière, commencent à tenir compte de plus en plus de la qualité et ils vont aussi s'y référer dans le cadre du respect des contrats de qualité et ne vont pas attribuer des prestations ou des mandats si la qualité n'est pas donnée. Je le tiens pour certain. Deuxièmement, dans la MAL, nous avons pas mal de possibilités. En dehors de l'obligation contractuelle, les assureurs sont libres de faire des contrats avec les prestataires pour des modèles d'assurance alternatifs. Et là, bien évidemment, ils peuvent aussi qualifier de prioritaire la qualité. J'invite à le faire pour s'y référer en matière de contrat de qualité, de la bonne facture de leurs données. Et en troisième position, dans le domaine des assurances complémentaires, nous avons pléthore de possibilités de faire des différenciations de qualité et de les valoriser, de les évaluer. Tout à l'heure, tu parlais donc d'un tel référentiel qui existe, on peut s'en servir. Donc, il faudrait prendre congé de dire, nous avons donc une contrainte obligatoire pour les contrats, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de possibilités de nous développer dans le système qui demeure entaché d'une certaine souplesse. Un troisième point de M. Schnolly, c'était la sélection auprès de chaque hamburger qu'on consomme. Nous regardons de TripAdvisor quelle est donc en quelque sorte l'interprétation, l'évaluation de cette pinte de hamburger, mais on est peu intéressé de nous informer au préalable au sujet d'un hôpital ou d'un prestataire de service. En tout cas, c'est ce que disent mes amis, ils vont dans l'hôpital qui est le plus proche. Est-ce que c'est un objectif? Je vous pose la question franchement. Manifestement, de garantir la transparence des données pour permettre aux patients de devenir plus décisifs, plus décisionnaires quant au choix de son prestataire. Bien sûr que cela est un objectif. Comment serait-il autrement? Mais il y a certains bémols. Si on est malade ou si on a une souffrance, qui n'est pas en quelque sorte une maladie que tout le monde connaît, comme des ligaments déchirés qu'on évoquait tout à l'heure, ou la factualité
est donc plus clair. Eh bien, une consultation spécifique de savoir quel est le prestataire qui est spécialiste dans quel domaine et dans quel hôpital, eh bien, ça, c'est une question assez compliquée si on veut une réponse objective. Et si je suis assuré uniquement dans la base, et on sait qu'il y a beaucoup d'assurés, eh bien, qui n'ont plus le libre choix de l'opérateur ou du prestataire ou du médecin pour le bobo ou pour la nosonomie dont il ou dont elle souffre, alors c'est dire si limité sera donc ce libre choix. Quelle est donc l'orthopédie qui sera pour tel traitement dont tel est l'hôpital favorable par rapport à un autre site? Et là, très rapidement, nous en saurons quels sont donc les bons indicateurs pour être affiché en guise d'une décision. Cela va se complexifier de façon extrêmement rapide au sein des États-Unis. Aussi, dans d'autres pays, nous avons de telles listes, mais ils ont aussi un autre système de gouvernement sanitaire, un autre système de rapport à rendre. Ce sont de grandes structures sanitaires supra-régionales, supra-États au sein des USA, eh bien, qui donc font un rating, un ratio de leurs médecins. Et là, les patients ont donc véritablement, en fonction de cette infrastructure, un setting, un assemblage comparable. C'est une situation de départ structurellement complètement différenciée par rapport à notre pays, avec des petits cabinets médicaux, avec un terrible cloche-merlisme en matière d'hôpitaux, de cliniques et d'autres institutions. Je souhaiterais que cela puisse se faire à l'américaine, mais ça, c'est un champ pour l'avenir. J'ai toujours moi-même un médecin de famille, même si je suis dans une organisation de médics, mais si je peux me renseigner auprès de lui avec qui travaille-tu et quelles sont les expériences que tu as faites. C'est une approche extrêmement importante que le patient ou que les concernés aient une accessibilité des données, mais il ne faut pas dépasser non plus nos patients dont uniquement une petite partie va s'en servir, mais c'est déjà une cohorte à ne pas sous-estimer. Nous savons à travers beaucoup de marchés qu'il suffit que 5% des participants soient informés et prennent des décisions, parce que cela deviendront des écriteaux pour les autres qui vont aiguiller leur aiguillage sur ce genre de décision. Michael a dit encore une autre chose que j'aimerais dire. Les médecins spécialisés, le corps médical, eux, doivent aussi prêter assistance aux patients pour leur donner un coup de main de prendre la bonne décision dans les bonnes circonstances. Et c'est ainsi que la qualité affichée à travers ces contrats de qualité aura donc un rôle important à jouer aussi quant à la question de savoir de quelle façon, dans un modèle d'assurance en quelque sorte alternatif, et où le médecin de famille te dit, pour cette intervention, tu vas à tel et tel endroit parce qu'il y a donc une bonne qualité de l'indication. Il compare ce qui est comparable et nous avons donc la sécurité que les patients aussi vont se faire donc confirmer ce modèle et que cela ne se perde pas dans les méandres de ce système. Donc, les deux composantes, oui, des patients informés sont très importants, mais pas les dépasser, mais d'autre part aussi les experts qui véhiculent ces éléments de qualité et qui ont une fonction du pilotage. Voilà comment une bonne qualité fonctionne. Il y a quelque temps, j'étais dans un hôtel viennois et on disait, si c'était bon, dites-le à Google, si c'était mauvais, dites-le à nous, la direction. Mais de quoi s'agit-il, mesdames et messieurs? Nous venons de boucler un projet ayant trait à cette thématique. Que veulent les personnes? Qu'appellent-ils, qu'appellent-elles de leur vœu en matière d'information sur la qualité? Et le résultat était on ne peut clair. On aimerait avoir davantage de transparence de qualité, voire de translucidité. Est-ce que le patient veut-il décider seul ou pas? Là, il s'est éclairé. Le patient ne veut pas être seul pour décider, mais il aimerait davantage bénéficier d'une transparence de qualité pour discuter dans quelle direction on va se mouvoir, d'entente avec le médecin, afin que dans ce domaine, on ait donc un droit de cité qualitatif, mais il ne veut pas être les seuls à décider. C'était une infinie minorité qui avait dit cela. Et l'étude est randomisée, on peut la télécharger aussi. Nous passons à l'avant-dernière question avant même qu'on va donc faire la table ronde finale.
Mesdames et messieurs, ou messieurs, il est question uniquement donc du domaine de l'assurance de base. Qu'en est-il de la sauvegarde de la qualité dans la complémentaire? Qui en prend soin? Qui surveille cela? Qui impacte cela? Y a-t-il des choses nouvelles ou qui devraient agir? Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure et je vais vous dire une anecdote. Il y a quelques années, j'étais auprès de Santé Suisse et dans ce domaine, au début, on peut se permettre encore de poser des questions volontairement naïves et crédules et on reçoit alors des réponses assez honnêtes. La question que je vais poser était la suivante. Eh bien, vous allez m'envoyer au palais fédéral pour plaider pour la liberté contractuelle. Expliquez-moi, dans le domaine de la complémentaire, je l'ai dit au conseil d'administration, c'était tous des PDG, des assureurs maladie. Donc, explique-moi, s'il vous plaît, dans la complémentaire, eh bien, mon assurance privée, là, il y a la garantie, eh bien, que je peux me rendre à tout hôpital de Suisse. Si vous me le promettez en tant que client, eh bien, les patients savent, tel et tel assureur, eh bien, il a un contrat avec tout le monde, donc avec ces contrats, factuellement, ou avec ces promesses à votre clientèle, vous faites une obligation contractuelle. Vous faites-le. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Et Marcel Reber, qui était au sein du conseil d'administration pour le groupe Mutuel, fondateur d'ailleurs, m'a donc vraiment passé à tabac verbeux, ne t'occupe pas des choses qui ne te regardent pas, a-t-il vociféré. Puisque je ne fais que l'assurance de base, on a pris la pause café, Manfred Manzer m'aborde et me dit, mais tu as tout à fait raison, mais je ne sais pas de quelle façon nous pouvons sortir de ce menu traquenard. Sur ces entrefaites, on a pu sortir de ce menu traquenard, tu l'as évoqué toi-même, donc la pression de la FIMNA, les référentiels pour la branche, la plupart des assureurs quality ont donc déjà supprimé. Chaque assureur a donc une liste d'hôpitaux où on peut donc se rendre avec une assurance privée ou semi-privée. Le point crucial étant, et à l'époque c'était ma réponse à Manfred Manzer, je lui ai dit, écoute mon vieux, je sais comment vous sortez le sommet du traquenard. Si vous disiez aux clients, ce sont les meilleurs hôpitaux en matière des données, eh bien, ce serait en quelque sorte une utilité complémentaire pour le client. Et dans ce domaine, eh bien, on va fréquenter les meilleurs et pas les pires, et vous ne devrez pas avoir des contrats avec tous les contrats. Et c'est aussi le point, me semble-t-il. Donc, la qualité de la donnée, toujours la qualité de la donnée. Et les assureurs ont des données, rien que les données administratives, rien que les données de décompte et de facture vous donnent plus que d'une indication où il y a davantage de complications, où il y en a moins. Rien que cela, et cela, on peut aussi le déterminer d'après le risque. Donc, on peut faire des choses et il faudrait qu'on le fasse aussi dans le domaine de l'assurance privée. Depuis belle lurette, nous eussions dû le faire et si on lui fait, eh bien, ces interventions de FIMNA n'eussent point été indispensables. Pio Zanger, Cura Futura n'est-il compétent que pour l'assurance de base ou peux-tu témoigner pour la complémentaire? Je peux dire une chose, on est complétaire pour la base, mais on a un bon échange aussi. On travaille aussi avec d'autres partenaires. Je comprends ce que Félix a dit, ce sont des chances ratées. Il y a des chances ratées aussi auprès des prestataires de services. Un exemple, j'étais président d'un hôpital il y a 12 ans. Nous avions fait une garantie pour la qualité. Malheureusement, l'hôpital a été phagocyté par un autre et le sujet a été enterré. Pourquoi cela n'existe-t-il pas? Donc, si j'achète une voiture, les voitures ne sont pas des humains. J'achète une bagnole, eh bien, je regarde quel est le commerçant. Est-ce que je reçois un bon service? Pas seulement jusqu'à ce que j'ai contracté, mais aussi au-delà, si j'ai un problème. Et dans ce domaine, il y aurait beaucoup de possibilités du soin après coup, mais cela ne s'est pas imposé dans les mentalités des personnes. Mais nous avons donc une commission de la qualité, nous avons des contrats de qualité, nous aurons aussi d'autres possibilités d'évaluer les informations. Nous avons certains ligos ou certaines chaînes que nous avons secouées. Est-ce que nous pouvons créer une nouvelle culture? On a d'autres possibilités d'évaluer les informations. Je n'évoque pas les... Mais c'est donc l'avenir. Et sur cette base-là, et là, je réponds à la question, Andreas,
il y aura sans doute pas mal de possibilités dans le domaine de la complémentaire d'offrir de telles prestations. Ce sont des prestations, je suis plus libre, je peux donc avoir d'autres produits que dans l'assurance de base où la qualité en fait partie, est tarifaire, est due, et cela ne se discute pas, et qui ne peut pas remplir cela n'a rien à voir dans ce système. Professeur Günther, votre opinion? La Commission fédérale, on a toujours des interruptions de son. Malheureusement, je n'ai pas compris la première phase. Je m'excuse. Je reprends. Il y a des inconvénients quand on parle de développement de la qualité, mais il faudrait aussi, en quelque sorte, regarder la formation continue. On dit cela n'est pas une prestation normale. Sur ces entrefaites, on s'est établi comme commission fédérale, on s'est donné une certaine petite autarcie et on décide un peu autrement. Au début, c'était tout à fait clair, ligne de séparation, prestation normale ou pas prestation normale. Première chose. Deuxième chose, vous êtes compétents. Ce sont les assureurs qui sont compétents de la qualité des soins en fonction d'une standardisation des qualités que nous exigeons auprès de tous les prestataires aussi pour l'assurance de base. Et cela était aussi dans ce framework. Il faut qu'il y ait une plus-value pour le patient et la plus-value pour le patient, eh bien, c'est que si nous déterminons des prompts et si nous constatons qu'il y a des répercussions de longue durée prises en considération là, nous donnera une plus-value. Mais cela va-t-il être séparé en ce qui concerne donc les deux branches d'assurance, base ou complémentaire? J'ai encore quelques questions. On aborde le dernier tour de ce panel avec une petite réponse, 45 secondes. La qualité, l'assurance qualité, où sera-t-elle d'ici 5 ans, Monsieur Jordi? On n'aura pas beaucoup évolué d'ici 5 ans, mais je suis convaincu que les programmes que nous déclencherons auront un impact à moyenne échéance et que petit à petit, à l'avenir, il y aura donc une espèce de pression en direction de davantage de qualité. Le plus grand souci d'ici 5 ans pour moi est de savoir d'ici un quinquennat, est-ce que nous aurons surmonté la pénurie des personnels qualifiés? Est-ce que nous réussissons à recruter assez de monde qui nous permettent, avec le même nombre de collaborateurs et collaborateurs, avoir le même résultat, voire un meilleur résultat? Et je crains que cette qualité sera difficile à maintenir eu égard à la pénurie. C'est un énorme souci. Et ce dont nous parlons peut-être sera donc ostracisé par donc cette question de pénurie. Cinquième cercle de qualité 2028. Qu'est-ce que tu diras, Pierre Zengele, d'ici 5 ans? Je ne le sais pas. Peut-être je ne serai même plus en fonction. Trêve de plaisanterie. Le vecteur qui aujourd'hui a été déterminé va dans la bonne direction. Nous avons les bases, nous avons les structures. La chose pourra bien se développer. Je suis plein de confiance et je suis plein de confiance aussi que nous allons à discuter autrement la pénurie des experts avec les réformes que nous faisons. Certaines forces vont se libérer. L'ambulatoire de plus en plus renforcé. Beaucoup de choses vont se faire en qualité comme en quantité au fil des 5 prochaines années. On est plus loin que tu ne le penses, cher Michael. Je tiens pour certain qu'on est un peu plus loin. J'espère, quant à moi, que d'ici 2028, nous aurons tous les contrats de qualité aussi dans le domaine ambulatoire. Et nous avons vu dans les négociations de l'ambulatoire, il y a des contrats merveilleux qui sont très développés ou qui seraient très développés s'ils étaient un peu moins bloqués dans l'application. Et certaines disciplines vont très très loin et ce sont donc les objets phares, les sémaphores, qui vont donc indiquer le chemin aux autres qui vont trotter derrière. Donc avec ces nouveaux contrats de qualité, on va sauter de grands pas. Dernier mot, M. Schnolli, d'ici 5 ans. On aura vieilli, mais on aura toujours fière allure, à la fleur de l'âge, et je constaterai avec satisfaction ronronnante que ce n'est pas forcément la réglementation qui a enfanté
le progrès, mais la technologie, l'IA, l'intelligence artificielle, et que nous ayons mis certains prestataires, certains décideurs sous pression pour changer de choses qu'il fallait changer extramuros du système. Messieurs, un grand merci pour ce débat vraiment grandiose, chamarré de bonnes intentions et de faits corroborés. Bravo.